Bonjour, Pauline Doliger. Donc moi, je suis ingénieure de développement en alimentation et gestion des effluents à l'IFCE. Je travaille au département développement, innovation, recherche et je suis basée au Haras du Pin dans l'Orne. Je vous présente aujourd'hui les 10 bonnes pratiques pour nourrir le cheval à l'écurie. C'est un document qui est disponible sur le site de l'IFCE en PDF et il y a aussi une édition papier qui sera rééditée prochainement. Ce guide a pour objectif d'apporter de la connaissance en nutrition aux gestionnaires d'équidés, favoriser une conduite alimentaire respectueuse de la physiologie et du bien-être du cheval et de sa santé, bien sûr. Les aspects qui ne seront pas traités, c'est l'alimentation à l'herbe, la conduite en paddock. Donc, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés dans ce document-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre le cheval à l'herbe. J'ai eu des questions là-dessus sur les réseaux sociaux, mais comment se fait-ce que le cheval doit rester à l'écurie? Non, il ne doit pas rester à l'écurie. Là, je vous présente en fait l'alimentation du cheval à l'écurie. Ce document est décliné en 10 points. Comprendre la digestion, suivre l'état corporel et le poids, privilégier l'apport de fourrage, complémenter avec des concentrés si nécessaire, vérifier le besoin de supplémenter en minéraux et vitamines, l'abreuvement bien sûr, et puis le calcul de ration, des notions sur les modalités de distribution, des exemples de ration et comment prévenir les risques alimentaires. Premièrement, comprendre la digestion du cheval. Donc, ce sont des notions que vous connaissez déjà. Hein. Le cheval mange fréquemment, en petite quantité. Il mange au moins 16 heures sur 24 heures. Il peut manger la nuit. Il se déplace lentement, ce qui va permettre de participer au transit intestinal et il consomme des grandes quantités de fourrage. Donc, 3 grands compartiments de l'appareil digestif. L'estomac, où débute la digestion. L'intestin grêle qui est très long, où a lieu la digestion enzymatique principale des sucres, des protéines, des matières grasses et une absorption des minéraux. Et puis le gros intestin, très volumineux, c'est le site de la fermentation des fibres principalement par le microbiote, hein, les micro-organismes du gros intestin. Donc, s'il y a un déséquilibre de l'écosystème du microbiote, ça va entraîner des troubles digestifs et voire pathologiques. Le suivi dentaire est important hein, puisque une bonne mastication, c'est une meilleure valorisation des aliments. Un suivi régulier est nécessaire. Le premier, on préconise entre 18 mois et 3 ans d'âge du cheval et puis avec un suivi tous les 1 à 2 ans et peut-être de façon plus fréquente quand le cheval vieillit. Donc des signes de problèmes dentaires, c'est souvent une lenteur à manger, un amaigrissement, des blessures dans la bouche ou bon, là je vous ai énuméré un certain nombre de faits, hein, salivation abondante, odeur nauséabonde, boulettes de fourrage recrachées, des aliments stockés dans les joues, des céréales non digérées dans les crottins, une réaction forte à la main, mais c'est pas forcément, ça peut ne pas être ça, ou des saignements. Donc ça, c'est quelque chose quand même de fondamental. Les besoins des chevaux sont exprimés principalement en termes de nutrition sur 5 grands critères. La capacité d'ingestion, la mesure et le kilo de matière sèche totale. Hein. Donc c'est pour ça que je parle de MS, matière sèche. Les préconisations, c'est 1,5 à 2% du poids du cheval. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Ensuite, on va parler d'énergie nette nécessaire pour couvrir les besoins d'entretien et de production. On parle en UFC, unité fourragère cheval. Ensuite, les protéines, qui sont les constituants principaux de l'organisme, qui sont mesurés en grammes de matière azotée digestive cheval, MADC. Ensuite, les minéraux, on a les macroéléments qui sont exprimés en grammes par kilo de matière sèche. Donc, on a le calcium, phosphore, magnésium, sodium, potassium, chlore et soufre. Et des oligoéléments qui sont, eux, en microgrammes par kilo de matière sèche. Ici, quelques-uns, fer,
zinc, manganèse, cuivre, sélénium. Et enfin des vitamines en unités internationales, donc les principales A, B, C, D, E et K. On reverra tout à l'heure les besoins. Les besoins des chevaux vont être déterminés en fonction de l'activité. Donc là, on parle bien du cheval adulte. Donc on parle de l'activité, l'exercice physique, avec une intensité, une durée, une fréquence qui peuvent être différentes. Et puis, évidemment, il y a des facteurs individuels comme le niveau de stress, le métabolisme individuel qui peut être un peu différent et peut-être des facteurs environnementaux. Donc tout ça, l'objectif, c'est bien de déterminer finalement quels vont être les besoins recommandés. Et pour ça, il faut bien déterminer l'intensité du travail. On ne le détermine pas à l'échelle de la journée, mais à l'échelle de la semaine. Et les tables, en fait, sont déterminées pour maintenir le cheval dans un état corporel d'une note de 3 sur 5. Je le reverrai tout à l'heure. Je vous ai mis là 2 exemples. On va avoir des chevaux plutôt ce qu'on appelle à faible besoin, donc des chevaux de race rustique ou des chevaux sans activité ou avec un travail léger. Alors, qu'est-ce qu'on va définir comme travail léger? Ça va être 1 à 3 heures, voire même plus, 3 à 5 heures par semaine. Et on est sur une séance avec principalement du pas, 50% du temps au pas, et puis 40% au trot, 10% au galop. Donc là, on est plutôt sur, là j'ai mis une petite icône, mais on est plutôt sur un cheval de promenade, mais aussi un cheval de CSO, de dressage, de CCE, de niveau amateur et pro. Donc faut pas croire que mon cheval saute 120 le week-end et il est en travail intense. Non, pas forcément. Ça va dépendre finalement du travail sur la semaine. Donc si sur la semaine, il est travaillé 3 fois par semaine, finalement, ça va revenir à un travail léger. Ça peut être aussi un cheval d'instruction travaillant 3 heures par semaine, par exemple. Donc un cheval qui va être plutôt à fort besoin. Alors évidemment, ça va être les races de sang pour les chevaux de course principalement. Aussi cheval en croissance et au travail, donc les chevaux quand même qui ont 4, 5, 6 ans, ils sont et en croissance et on leur demande un exercice physique, donc on va plutôt les considérer comme des chevaux à fort besoin. Et puis les chevaux en travail intense. Alors travail intense, donc modéré intense, c'est quoi? C'est 5 heures, voire 6 à 7 heures par semaine. Et là, on est vraiment sur des séances principalement au trot, au galop, voire au saut. Donc là, on est plutôt sur des chevaux de course, des chevaux de niveau pro 2 à 3 étoiles, et puis des chevaux d'instruction qui travaillent 2 heures par jour pendant 6 jours par semaine, ce qui commence à être pas mal. Deuxième point, c'est suivre l'état corporel. Je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller flasher l'outil de simulation qui vous permet de estimer l'état corporel. De la même façon, pour estimer le poids, vous avez un outil de simulation. Donc, il est indispensable d'estimer le poids pour savoir finalement quel niveau de besoin recommandé on va utiliser dans les tables INRA pour pouvoir établir la ration. Troisième point, privilégier les fourrages. Donc là, il est indispensable d'apporter des fourrages pour la santé du microbiote du gros intestin. Ça va permettre de satisfaire le besoin de mastication. Ça participe à l'usure normale des dents et ça stimule la salivation qui va limiter l'acidité gastrique. Alors, on essaye en proportion qu'il y ait au moins 50% de fourrage dans la ration, voire 100% si on y arrive. Donc ça va dépendre évidemment de la qualité des aliments, bien sûr, et des quantités distribuées en fonction de l'activité. Là, tout à l'heure, je vous avais parlé des besoins minimums. Donc, on parle de 1,5% en kilos de matière sèche du poids vif. On évite de descendre en dessous de 1%. En cas de régime hypoénergétique, un cheval qui serait obèse, on peut s'orienter plutôt autour de 1,5% du poids vif. Donc, un petit exemple ici, je vous ai mis pour un cheval de 600 kg, je vais calculer 1,5% du poids en fourrage nécessaire. Donc, je fais 600 multiplié par 0,015, ça fait 9 kg de matière sèche. Et si je ramène ces kilos de matière sèche en brut,
Donc, pour du foin qui est à 85% de matière sèche, j'obtiens 10,5 kg brut de foin à distribuer par jour, entre 10 et 11 en gros. Et par contre, si je suis avec de l'enrubané, je vais plutôt être à 60%, peut-être à 70%, hein, en fonction du pourcentage de matière sèche. Là, je vais diviser par 0,6. On est plutôt à 15 kg brut. Donc voilà, là, je vous ai présenté comment calculer la quantité de fourrage en fonction du poids du cheval. Les valeurs nutritives des fourrages sont très importantes et elles vont varier souvent en fonction des conditions de récolte, en fonction de la composition du couvert végétal, bien sûr. Plus la longueur des fibres sera préservée à la récolte et meilleure sera la mastication et la salivation. Donc là, je vous ai mis en proportion, toujours donc avec un petit histogramme. Vous avez les valeurs dans l'ordre, UFC, MADC, calcium et phosphore, donc les 4 principaux critères que j'ai ici retracés pour chaque fourrage. Donc on voit que pour la paille, on a des valeurs nutritives qui sont assez basses. Si ensuite je compare un foin de prairie récolté en mai ou récolté en juin, plus il est récolté précocement, plus les valeurs nutritives sont élevées. Et il va être plutôt destiné à des chevaux à fort besoin, alors qu'un foin récolté en juin, plutôt destiné à un cheval à faible besoin. Ensuite, si je regarde le foin de luzerne, lui, il va être bénéfique notamment pour les chevaux sujets aux ulcères. Pourquoi? Parce qu'il est riche. Bon, il est riche en protéines, évidemment, mais il est aussi très riche en calcium. Donc ça, c'est la particularité de la luzerne. Un enrubané, je vous ai mis ici, il est bénéfique pour les chevaux qui auraient des problèmes respiratoires. Les valeurs alimentaires vont être très, très variables en fonction du stade de récolte. On peut avoir un enrubané qui est récolté en juin et donc qui va avoir finalement des valeurs nutritives proches d'un foin récolté en juin. Et s'il est récolté en mai, plutôt proche d'un foin récolté en mai. L'analyse de fourrage est très importante puisqu'elle va permettre de quantifier, d'avoir une idée des teneurs en UFC et en MADC, en minéraux et oligo-éléments. Et elle va permettre de comparer les différents fourrages pour savoir finalement quel fourrage est distribué pour qui. Et ça va permettre aussi d'arriver sur un calcul de ration plutôt bien calculé. Ici, j'ai représenté les gradients de valeurs nutritives, UFC ici et MADC. Donc, pour avoir un ordre d'idée, lorsque l'on se situe entre 0,4 et 0,5, on est sur un foin moyen. Au-delà de 0,5, plutôt un foin avec une haute valeur en énergie. Et pour les MADC, lorsqu'on est entre 35 et 45, on est sur un foin moyen. Et au-delà, on est plutôt sur un foin de bonne qualité. Donc, en dessous, on est sur un foin avec des valeurs alimentaires plus faibles. Donc, sur un foin récolté fin juin, forcément, on va être plutôt sur cette partie-là, donc adapté aux chevaux à faible besoin. Et un foin récolté fin mai, donc à un stade précoce de récolte, ou une deuxième coupe, un regain par exemple au mois de septembre, on va pouvoir être sur des valeurs alimentaires assez hautes. Quatrième point, est-ce qu'il est nécessaire de complémenter avec des concentrés? Donc là, on va se poser la question, finalement, par rapport à l'analyse de fourrage, par rapport aux besoins du cheval, est-ce qu'il est nécessaire d'apporter des concentrés? Donc, je vous ai mis entre parenthèses, si nécessaire. On ne s'oblige pas à apporter forcément des concentrés. L'objectif, c'est toujours de maintenir une proportion de fourrage d'au moins 50% dans la ration. Et puis, on va ajouter des concentrés, notamment pour les chevaux à fort besoin, parce qu'on sait que les fourrages ne vont pas permettre de subvenir à tous les besoins de ces chevaux-là, surtout lorsqu'ils sont au travail intense ou lorsqu'ils ont une note d'état corporel qui est en dessous de 2,5 par exemple. En ce qui concerne les concentrés, on va faire attention à ne pas dépasser 1 gramme d'amidon
par repas par kilo de poids vif. L'objectif, c'est de bien faire attention à l'index glycémique. Donc, l'index glycémique, IG, c'est la faculté des aliments à libérer du glucose dans le sang suite à leur digestion. Donc, quels sont les aliments à fort indice glycémique? Eh ben, généralement, les céréales, le maïs, orge, avoine, tous les aliments qui sont riches en amidon. Ceux qui sont aussi avec un traitement mécanique ou thermique, c'est par exemple un aliment floconné, puisque il va permettre une meilleure assimilation en fait des sucres, donc du coup une plus grande libération de l'amidon. Alors, deux présentations possibles des concentrés du commerce. La forme granulée, donc c'est un aliment qui est uniforme, qui est appétant, qui a une bonne conservation. Par contre, l'inconvénient, c'est une ingestion qui peut être souvent plus rapide. Par contre, le floconnais, donc il a l'avantage d'être souvent avec une proportion de matière grasse plus élevée, ce qui permet de limiter la proportion de céréales et donc d'amidon. L'amidon est plus digestible. Et puis, il est généralement adapté aux chevaux à fort besoin, avec peut-être un appétit délicat. Par contre, il est souvent plus coûteux parce que il a demandé un process de fabrication plus important. Donc, en pratique, on va analyser le fourrage principal pour pouvoir choisir le concentré. On réalise un calcul de ration pour déterminer le type et la quantité de concentré nécessaire, et cela en fonction de la note d'état corporel, bien sûr. Et puis, en pratique, il est nécessaire de mesurer le volume des concentrés distribués pour bien connaître la densité et connaître finalement les quantités en kilos apportées par jour. Alors maintenant, sur des concentrés simples de matières premières pour avoir un ordre d'idée sur les valeurs nutritives, toujours avec ce petit gradient en termes d'UFC, MADC, calcium, phosphore. Et là, j'ai remis des petits gradients avec des teneurs élevées et des teneurs faibles sur certains critères. Donc, des graines de céréales que vous connaissez tous, qui apportent de l'énergie, mais aussi de l'amidon, qui sont souvent riches en phosphore et en vitamine B. Par contre, qui peuvent être déficientes en certaines protéines, comme la lysine. Voilà, donc je ne vais pas énumérer tous les éléments, mais là, ici, vous allez retrouver un certain nombre de critères. Les graines de légumineuses, par exemple févrole, lupin, pois, donc elles ont l'avantage d'apporter une teneur en protéines très élevée, qui est bien équilibrée en acides aminés indispensables, AAI, avec aussi d'autres teneurs en phosphore, par exemple, qui sont élevées. Par contre, certaines teneurs peuvent être plus faibles, comme certains acides aminés indispensables pour le lupin, par exemple, qui peut être déficient sur d'autres acides aminés indispensables. Les sous-produits oléagineux, comme les tourteaux de soja, de lin, arachides, tourteaux de tournesol, colza, copra. Donc eux, avec des taux de protéines équilibrés en acides aminés indispensables, en acides gras essentiels aussi, oméga 6, oméga 9, avec une teneur en amidon qui sont assez faibles. Par contre, ils ont un rapport MADC sur EFC qui est disproportionné, supérieur à 300. On a ici des sous-produits de céréales avec ici des taux de phosphore qui sont souvent très élevés, comme des sons de blé, maïs, riz, ce qui peut être justement un problème, notamment quand on va utiliser des mâches, on peut utiliser beaucoup de sons dans les mâches, on va déséquilibrer souvent les rations parce qu'on va apporter des taux de phosphore trop élevés, puisque là, on a un rapport Ca sur P qui est inférieur à 0,2. Les huiles, qui peuvent être très intéressantes puisqu'elles vont apporter que de l'énergie, donc elles vont permettre d'équilibrer avec d'autres matières premières. Et puis d'autres coproduits comme ici la pulpe de betterave déshydratée qui ont d'autres propriétés comme apporter de l'énergie sans amidon, avec des sucres qui vont être digestibles dans le gros intestin, par contre qui peuvent être aussi déséquilibrés avec un rapport Ca sur P supérieur à 14, donc qui n'est pas terrible non plus.
Un autre élément qui est important, c'est d'avoir une lecture de l'étiquette d'aliment pour pouvoir différencier et choisir son concentré. Donc, vous avez ici les principaux constituants analytiques, toujours en kilos bruts de l'aliment. Donc, ce sont des mentions qui sont obligatoires sur les étiquettes d'aliments que vous allez retrouver à chaque fois. Donc, les protéines brutes, PB, ou ce sont les matières azotées totales, la cellulose brute, CB, les matières grasses brutes, MG, les cendres brutes qui sont les matières minérales, le calcium, le phosphore et le sodium. Et ensuite, vous allez avoir des teneurs, toujours par kilo brut, mais qui sont des mentions qui sont facultatives, donc pas forcément sur toutes les étiquettes. La teneur en UFC, en MADC, le pourcentage d'amidon, le pourcentage de sucre et voire le pourcentage de lysine et d'autres d'ailleurs, d'autres constituants que vous pourrez retrouver sur les étiquettes d'aliments. Donc pour avoir un peu un ordre d'idée et de comparer des concentrés, là je vous ai mis 3 concentrés différents. Un concentré très énergétique, on va avoir des teneurs en cellulose brute qui sont généralement inférieures à 12%, avec des valeurs UFC 0,90-90 de MADC. Donc c'est plutôt un aliment type compétition, avec une teneur en matière grasse souvent supérieure à 5%. Ensuite, un concentré très riche en protéines, donc on va plutôt être sur un type élevage, donc avec une teneur en MADC qui est très élevée, 120 grammes, avec une teneur en protéines, ben c'est normal, puisque ça, la teneur en protéines brutes, c'est lié à la teneur en MADC, au-delà de 15% généralement. Et puis un concentré riche en fibres, donc on va être au moins à 15% de cellulose brute, un aliment qui est plutôt riche en fibres. J'arrive au 5e point. Donc, il est important de vérifier s'il est nécessaire de supplémenter avec des minéraux et vitamines. Donc, ici, j'ai repris les principaux macroéléments et oligos. Il est nécessaire de faire une analyse de fourrage et notamment en oligoéléments pour savoir s'il est nécessaire de complémenter avec un complément minéral vitaminé s'il y a des déficits importants dans les fourrages. Donc, on va disposer en général, de toute façon, en permanence, un bloc de sel pour tous les chevaux. Et puis, la question revient souvent sur est-il nécessaire d'apporter en plus des électrolytes, c'est-à-dire des minéraux, notamment lorsque le cheval fait un effort. Les données scientifiques précisent que finalement, l'apport d'électrolytes est nécessaire uniquement lorsque le cheval fait vraiment un effort intense, qu'il y a une sudation importante, donc dans le cadre d'épreuves d'endurance, de marathon, de cross. Là, effectivement, lorsque le cheval fait un effort intense, au moins de 2 heures, où il y a une sudation importante, on va apporter des électrolytes. On peut apporter des électrolytes 1 heure avant l'effort intense, ce qui peut être bénéfique. Et puis, de façon plus simple, apporter 1 à 2 cuillères de sel de table, tout simplement, dans la ration pendant quelques jours après la compétition. Ça peut être aussi une bonne pratique et c'est assez économique. En termes d'équilibre de la ration, en général, on va essayer d'avoir un équilibre du rapport Ca sur P de 1,5 et du rapport Cu, donc cuivre sur zinc, de 0,15 à 0,25. Donc sur les vitamines, on a des vitamines A, D, E qui sont principalement présentes dans le fourrage et notamment dans l'herbe. Donc lorsque le cheval est à l'herbe, franchement, c'est pas la peine de supplémenter en vitamine A, D, E, sauf s'il y a un problème d'absorption ou d'assimilation ou si le cheval est malade. Certains fourrages secs vont peut-être être déficients, donc l'intérêt aussi de supplémenter, bien sûr. Et puis, on a les vitamines B, C, K. Elles sont produites par le cheval en bonne santé, donc rares sont finalement les déficits chez le cheval. Donc en pratique, là, je vous ai mis
la composition d'un CMV pour tout type de chevaux, hein, qui est, on va dire, le CMV passe-partout pour 100 grammes par jour distribué. En pratique, si vous distribuez un concentré du commerce, ce n'est pas la peine de redistribuer en plus un CMV. Par contre, si vous distribuez que du fourrage dans la ration ou des céréales ou une ration fermière, il sera nécessaire d'ajouter un CMV. J'en arrive à la 6e partie, l'abreuvement. Donc, je vais passer très rapidement. Bien sûr, l'objectif, c'est de permettre un accès à l'eau de façon permanente. On essaiera d'avoir toujours une eau propre et potable. Donc là, je vous ai remis les critères de potabilité. Ça correspond aux critères de potabilité en humaine, hein, puisqu'on n'a pas de critères spécifiques au cheval aujourd'hui. Et l'objectif, c'est à chaque fois que je rentre dans le box, je vérifie l'état de l'abreuvoir. Ça me paraît indispensable pour faire attention s'il n'y a pas de présence de crottin, par exemple, dans l'abreuvoir, ce qui est assez fréquent, notamment chez les jeunes chevaux. 7e point, calculer la ration. Donc, quelles sont les étapes? D'abord, on va rechercher les apports journaliers recommandés en fonction du poids du cheval. Deuxième étape, j'inventorie les aliments à distribuer, ceux qui sont disponibles. Je vais calculer d'abord les apports du fourrage principal. On complémente ensuite avec soit d'autres fourrages et ou des concentrés. Et ensuite, on va équilibrer la ration dans cet ordre. D'abord en quantité de matière sèche, puisque si j'ai une ration avec des quantités de matière sèche qui vont au-delà des besoins du cheval, de la capacité d'ingestion du cheval, le cheval ne sera pas capable de les ingérer. Ensuite, on va équilibrer sur les UFC, enfin sur le rapport MADC sur UFC et on finira par le rapport CA sur P. Donc, je vous invite à aller sur l'outil de rationnement qui est disponible sur notre site. Je vous ai mis ici quelques exemples que vous allez retrouver dans le guide. Donc là, l'exemple d'un cheval à l'entretien. Ici sont répertoriés ses besoins. Et finalement, avec un foin moyen et un apport de paille, je suis arrivé à équilibrer sur les principaux critères matière sèche UFC, MADC et le rapport CA sur P avec finalement 2 fourrages. Ici, je prends l'exemple d'un cheval au travail léger. Donc là, j'ai utilisé 3 aliments, un foin moyen, la paille et un concentré du commerce. Ici sont répertoriés les besoins du cheval au travail léger sur 1 heure par jour. Et finalement, je suis arrivée à équilibrer cette ration avec 11 kg de foin, 3 kg de paille et 350 grammes de concentré, ce qui doit équivaloir à 1 litre à peu près ou peut-être moins. Enfin, une dernière ration, ici pour un cheval au travail intense. Donc là, on est plutôt sur 2 heures par jour. J'ai essayé de faire une ration fermière avec du foin moyen, de la paille et puis différentes matières premières comme l'orge, l'avoine, une luzerne déshydratée et une huile. Là, j'essaye de maintenir au moins 50% de fourrage. Là, j'arrive à 60% de fourrage avec 7 kg de foin, 2 kg de paille, 0,3 d'orge, 4 kg d'avoine, 1,5 de luzerne et 20 centilitres d'huile. Évidemment, ça c'est une ration journalière à distribuer en plusieurs fois. Le 9e point, quelques notions sur les modalités de distribution. Donc le fourrage, si possible, on le distribuera soit en permanence, surtout lorsque le cheval a une litière non comestible, il est sur copeaux. Sinon, on essaiera de fractionner avec au moins 50% le soir, puisqu'il ne faut pas oublier que le cheval mange la nuit. Et puis, si le cheval est à jeun et qu'il va travailler, surtout apporter 1 à 2 kg de fourrage avant l'exercice pour qu'il ne soit pas à jeun. Je ne vais pas revenir sur
comment distribuer. Donc voilà, là je vous ai mis différents critères, positifs ou négatifs, que si le fourrage est distribué au sol, en râtelier ou en slow feeder, voilà différents critères. Je vais revenir sur ici la distribution des concentrés, donc de préférence en petite quantité, minimum en 2 repas, à heure fixe. On essaiera de nourrir simultanément tous les chevaux, sinon il va y avoir un phénomène d'excitation et de stress. On va maintenir le même niveau de ration tous les jours, sauf le jour du repos. Réduire évidemment la quantité le jour de repos. On limite la quantité de concentré à 2 kilos par repas, c'est-à-dire pas plus de 4 litres, puisque l'estomac est petit. Et puis dans l'ordre de distribution, autant que possible les fourrages avant les concentrés, apporter 1 à 2 kilos de fourrage avant le travail, notamment le matin, si nécessaire. Si le cheval va faire un gros effort, compétition par exemple, on va essayer d'apporter les concentrés au moins 4 heures avant le gros effort. Et puis toujours pratiquer une transition de 10 jours si vous changez d'aliment. D'ailleurs, que ce soit autant pour un concentré que pour un fourrage. Le dernier point, prévenir les risques liés à l'alimentation. Donc bien sûr, une ration excédentaire peut entraîner des problèmes digestifs. Donc une ration excédentaire, ça peut être une quantité de concentré élevée, supérieure à 2 kg par repas, trop d'énergie, supérieure à 110% des besoins, trop d'amidon, trop de protéines, trop de minéraux. Tout ça peut entraîner des coliques, des bouchons, diarrhée, voilà, fourbure, obésité, mais aussi une pollution environnementale et une perte économique. Et donc, il y a des travaux récents qui ont montré qu'il y avait une tendance à la surnutrition, donc avec une pollution environnementale qui commence à être mesurée. Ça, c'est un papier qui a été publié récemment par les Finlandais. Une ration déficitaire, donc ça peut être avec une quantité de fourrage qui est inférieure à 60%, pas de sel par exemple, ou un accès limité à l'eau. Donc là, on peut aussi avoir des problèmes de coliques, de coups de sang, diarrhée, déshydratation, stérotypie. Et puis, ça peut être aussi un défaut de qualité sanitaire avec un fourrage poussiéreux, avec des germes parce que les aliments sont mal conservés, donc avec des problèmes d'asthme, de toux ou d'allergie. Prenez avis avec votre vétérinaire si des signes peuvent alerter, comme le refus de la ration de fourrage, le cheval qui ne mange pas toute sa ration de concentré d'une traite, le cheval qui se jette sur l'eau lorsque l'on lui présente un seau d'eau propre. Donc là, il peut y avoir sûrement un problème dans l'abreuvoir. Ou des chevaux qui présentent des problèmes de salivation ou de dentition. Donc pour conclure, ce qu'il faut retenir, les principaux critères pour bien alimenter son cheval, c'est une ration basée sur des fourrages de qualité, mais aussi qui correspondent aux besoins des chevaux, que ce soit des chevaux à fort besoin ou à faible besoin. Complémenter avec du concentré si c'est nécessaire. Et puis équilibrer les rations pour limiter la surnutrition, notamment en protéines ou en minéraux, puisque c'est un peu une tendance actuelle. Et je vous remercie pour votre attention.